Bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, évolue progressivement vers son ultime perfection. Alors cette ultime perfection, eh bien c'est l'accession à l'extase. Et pour démontrer cette théorie, la plupart du temps, je m'appuie sur des audios que je rencontre bien souvent sur France Culture et l'émission Avec Philosophie. Et là, ben, ça confirme la règle. Je travaille à partir d'une émission qui est consacrée à l'horizon. Voilà, c'était la semaine dernière, Cap sur l'horizon. Et c'était la deuxième ou la troisième émission, l'horizon en politique. Eh bien, on va continuer notre petite réflexion. Je lance, voilà comment je pratique, je lance la vidéo et je commente, voilà, je mets mon petit grain de sel dans ce que j'entends et ça permet en même temps d'avoir une vision en, parallèlement plus universitaire, plus intellectuelle, plus précise, mieux exprimée par les intervenants qui sont là. Jacob Rogozinski, philosophe à l'université de Strasbourg, Amaena Guignot, attaché temporaire à Sciences Po, et Jean-Philippe Millet, agrégé en philosophie. Voilà. Alors aujourd'hui le paysage a un petit peu changé, je suis justement à Strasbourg. Voilà. On y va, je lance et je commente. Nous parlons de l'horizon cette semaine avec philosophie. C'est notre sujet très riche, ce qui nous amène à parler de peinture, d'esthétique, mais aussi de linguistique. Nous parlerons des horizons de sens. Et ce matin, nous parlons des usages politiques du mot horizon, ce qui nous amène avec Amaena Guignot, Jacob Rogozinski et Jean-Philippe Millet à réfléchir à tout un tas de mots, plans, programmes, projets et progrès. Alors justement, tout ce que vient de dire Jacob Rogozinski sur le rapport que nous pouvons encore avoir aujourd'hui à la notion de progrès si chère au XVIIIe siècle, qu'en pensez-vous, Jean-Philippe Millet ? Une crise de croissance, pour enchaîner sur ce que Jacob vient de dire, en référence à Marcel Gauchet. À la limite, le terme de crise de croissance ne me gêne pas. Mais quand quelque chose croît, on a aussi quelque chose comme un horizon d'attente. Tout ce qui croît dans un certain horizon d'une manière ou d'une autre, même à la limite, si on a la limite de la hauteur des branches supérieures d'un arbre, par exemple. On a toujours des horizons. Ce qui se passe avec Eh bien, déjà, l'idée d'horizon, elle est dans l'existence, dans nos existences. Notre horizon, c'est la finalité de notre existence. Donc, on évolue vers une finalité, quoi qu'il arrive. Cette finalité, c'est pour nous, c'est éventuellement l'accession à la sagesse avant la fin de notre vie. Mais en tout cas, il y a la fin de notre vie. Donc, il y a bien un progrès vers quelque chose dans l'évolution. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que cette nuit, j'ai écouté, comme d'habitude d'une oreille discrète, l'émission de hier de France Culture. Et ça, c'est celle qui suivra ce travail sur l'horizon. Et c'est extraordinaire justement sur l'évolution de l'humanité. Une crise de croissance
c'est un horizon qui s'obture d'une part, et une crise de croissance, ça peut être extrêmement violent. Donc, à la limite, je ne pense pas qu'on puisse se rassurer. Et l'humanité, de toute manière, elle subit ces crises de croissance violentes. L'évolution inconsciente nous conduit à évoluer à travers le drame, à travers la violence, à travers la guerre, la destruction, etc. C'est pour moi des crises de croissance. Évidemment, nous atteindrons à un certain moment un état d'évolution tel que un état d'évolution, de conscience tel que nous n'aurons plus besoin d'évoluer par violence, mais plutôt et par antagonisme, mais plutôt par symbiose et commensalisme et partage, etc. Au niveau planétaire, évidemment. Universel, donc. Avec cette notion de crise de croissance. Plus généralement, je suis en plein accord avec ce que Jacob Rogozinski vient de dire sur l'abord naïf de la notion de progrès. Peut-on évoquer certaines projections des astrophysiciens qui calculent les quelques milliards d'années qu'il faudra au système solaire pour disparaître? Bon. Voilà, donc tout ça, c'est bien des projections, justement. Donc la science, elle ne se prive pas de faire des projections sur l'évolution de l'univers, par exemple, etc. Pourquoi n'en ferait-elle pas sur l'évolution de l'humain? Et évidemment, si l'univers dure quelques milliards encore d'années, enfin au moins notre système solaire, en fait, il y a de quoi largement pour l'humanité d'atteindre son acmé, en somme. Donc, l'histoire n'est peut-être pas tant... Et pour revenir à cette discussion, les vidéos précédentes, je vous renvoie, il y en a déjà 3 sur ce podcast, mais on voit comment Amaena Guegno, qui est une jeune philosophe, a une vision un petit peu différente, mais c'est normal, c'est des principes de génération, avec les philosophes plus anciens, avec les visions plus anciennes, qui ont en somme dans l'esprit encore très présent les drames inouïs que le XXe siècle a dû vivre et qui ont d'une certaine façon éteint un peu les ambitions ou l'optimisme que le progrès pouvait produire. Orienté sur l'horizon d'un accomplissement définitif, on voudrait bien savoir ce que ça veut dire pour l'être humain. Ce sont plutôt des horizons qui se succèdent et pas dans un sens prédéterminé. Et ça vaudrait peut-être la peine d'essayer de donner sens à ceux de notre présent, de voir qu'est-ce que le mot d'horizon pourrait bien vouloir dire. Est-ce qu'il y a peut-être une structure d'horizon? Et pourquoi pas prédéterminé? C'est aussi une des possibilités que l'avenir soit prédéterminé. C'est la pensée de la mécanique universelle. Ma pensée, je pense que l'avenir est prédéterminé et que nous allons dans un sens bien précis, nous allons vers une finalité bien précise. Et quel est le rapport entre temps et horizon? Là, il y aurait effectivement quelque chose qui serait à creuser. Peut-être que la notion de croissance que vous évoquez, tous les deux, nous amènerait à faire une remarque. Nous sommes dans un moment en philosophie où le pragmatisme est très à la mode, en particulier la pensée de John Dewey qui est très riche,
auteur américain du XXe siècle. Et c'est vrai que Dewey parle beaucoup de croissance. Mais je sens, et je ne vous cache pas que je trouve ça assez juste de votre part, qu'il ne faudrait peut-être pas non plus abuser de ce mot, comme on a abusé du mot progrès. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et vous, Amaena Guegno, qui est une philosophe jeune, qui est tout à fait dans... Enfin, vous savez très bien à quel point le pragmatisme aujourd'hui a du succès. Est-ce que la touche un peu sombre, la notion de catastrophe qu'a évoqué Jacob Ragosinski en évoquant aussi Benjamin, est-ce que tout cela vous paraît un peu trop lourd, devant malgré tout être dépassé si nous souhaitons, pour votre génération, avancer? En plus, il y a un gros programme, si je puis dire, qui est quand même essayer de réparer notre planète. Ou bien au contraire, cette touche mélancolique vous paraît-elle essentielle? Merci pour cette question. Je pense que il y a une sorte de méfiance inhérente à ma génération autour de la notion de progrès, mais aussi parce que cette notion a été dévoyée. Je pense par exemple, c'est une idée qui m'est venue en vous écoutant, à Tony Robbins, une sorte de grand gourou américain qui vend une sorte de progrès perpétuel aux grands dirigeants et autres qui le coachent, en disant voilà, prochaine session, vous allez encore progresser, etc. Et ce progrès infini est tout sauf un progrès vers le souverain bien. Ils vendent des formations de plus en plus chères et entraînent des gens dans des états psychiques et matériels complètement déplorables. Et cette logique, je prends les pratiques de ce monsieur comme une sorte de métaphore du fait que le progrès perpétuel peut devenir, dans la société contemporaine, tout sauf quelque chose qui mène au progrès. Voilà, alors c'est là où c'est super intéressant parce que justement, cette jeunesse, elle a une vision claire. Il y a les deux, les deux luttes, en somme, les deux visions, mais comme précédemment, de toute manière, et comme toujours, c'est cette lutte entre les deux forces qui fait que l'humanité progresse. Donc il y a bien une façon de voir le progrès de façon myope et à court terme d'une certaine façon, ou à moyen terme, mais avec une vision où on ne peut pas se détacher et du marché et de la technique et de la technologie. Encore, c'est ça qui est vu en priorité dans la progression. Et évidemment, l'enrichissement, le fait de devenir riche ou de devenir un gourou, comme d'utiliser à mauvais escient cette vision prospective. Et puis, il y a les jeunes générations, une autre génération, un Maena Guegno et un autre état d'esprit qui veut un progrès propre, clean, universel, bienveillant, horizontal, inclusif, etc. Voilà, donc ces deux forces, elles sont là. Et évidemment, c'est Amaena Guegno qui l'emportera dans la distance, c'est ça qui s'imposera, même s'il faut passer par des étapes violentes, même s'il faut passer par des drames, mais au final, ça sera ce qui l'emportera. Évidemment, on n'est pas à l'abri de devoir revivre ce qu'on a vécu en 1930, en 25, je ne sais pas quand, en 27. Voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir une dictature qui s'impose, des dictatures qui s'imposent, un système violent, une nouvelle guerre, etc. Mais on arrivera à 45 et 45, ben voilà, 1945, 50, c'est le comité de la résistance qui fait progresser l'humanité de façon inouïe. Voilà. Et donc,
c'est le bien qui l'emporte, quoi qu'il arrive. Et l'idée d'avoir un projet qui permettrait de faire tout le temps plus de projets, tout le temps plus de progrès, à quelque chose d'extrêmement angoissant, en plus d'avoir quelque chose de complètement destructeur pour la planète et pour les êtres humains, je pense. Et donc, c'est pourquoi dans ma thèse, je défends l'idée que les projets doivent aussi permettre de déployer une sphère des activités improjectives. J'appelle ainsi des activités qui sont à elles-mêmes leur propre fin, dans le sillage d'Aristote, la fête, la danse, le chant, la promenade, mais tout ça, en fait, suppose... Bon, ça, c'est parce que la théorie de la mécanique universelle n'est pas encore connue, parce que si elle avait, par exemple, une vision si elle avait la vision de la mécanique universelle, eh bien, cette vision prospective, cette vision d'un progrès immédiat, enfin, bienveillant, etc., peut s'inclure dans le progrès, universel de l'humanité, dans la finalité de l'humanité, en somme. Mais voilà, par contre, ce qu'elle propose, c'est très très intelligent, c'est très très juste quand on n'a pas la finalité de l'humanité. C'est le meilleur moyen de lutter contre les progressistes, on pourrait dire mécaniques, technologiques ou... Des projets, suppose des projets, parce que ce n'est pas vrai que de manière spontanée, un temps se libère pour ces activités-là. Si on arrive à organiser matériellement, politiquement la société pour déployer cette sphère-là, eh bien c'est le fruit de projets politiques qui permettent de les mettre en œuvre. Et donc, ce progrès n'est pas un progrès infini. Bien sûr que l'horizon s'éloigne toujours, mais il y a quand même l'idée d'une sorte de finalité, parce qu'un projet qui serait tout le temps le projet d'autre chose mène à une forme d'angoisse et surtout d'épuisement des ressources humaines et terrestres, environnement. Génial, bien entendu, un progrès qui serait infini et qui serait toujours pour le progrès, ben ça n'amène, c'est impossible. Évidemment qu'il faut une finalité, qu'il y ait un but. Sans le but, c'est quoi? On fait progresser la technique pour la technique, on fait progresser le marché pour le marché, on fait progresser, ben, c'est une évolution tête baissée et inconsciente qui ne peut pas réfléchir à une finalité. Parce que si on pense que la finalité, c'est toujours le progrès, ça amène à une idée insensée. Évidemment, il faut atteindre quelque chose qui est de l'ordre du plus haut que la technique, plus haut que la mécanique. Donc un progrès qui soit spirituel en réalité, qui soit le souverain bien entendu, par exemple. Mental. La difficulté aussi, c'est que c'est évidemment présent dans votre livre, nous avons une tendance, je parle de nous, c'est-à-dire vous, tous ceux qui écrivez des livres, qui utilisaient des concepts, la tendance est de dire faisons confiance à la démocratie pour retrouver le sens du projet qui ne doit pas être monopolisé par certains. Le problème, c'est que les démocraties nous montrent en ce moment que beaucoup de gens ont envie qu'il y ait des gens qui décident et qui décident fermement. Il y a une sorte d'envie d'autorité. Ouais, et ça, c'est un tragique, peu bien entendu, oui. Difficile à penser quand on est, comme vous tous, je pense, des grands démocrates. Tout à fait, c'est ce qui me permet d'ailleurs de rebondir sur la question du pragmatisme et du oui. Il montre très bien que cette envie d'autorité naît aussi quand il y a une perte de l'habitude démocratique, et cette perte de l'habitude démocratique vient de très loin. Enfin, quand on est à l'école et qu'on élit des délégués qui n'ont aucun pouvoir, ça crée une sorte d'effet contre-productif et qui est une sorte de méfiance générale vis-à-vis des institutions démocratiques. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que dans mon livre, la démocratie apparaît régulièrement comme une sorte
baguette magique d'une certaine manière. Je dis, voilà, c'est difficile de déterminer ce qui est absolument bien, c'est difficile de déterminer ce qui est le moins destructeur possible pour l'environnement et pour les êtres humains. Donc mieux vaut passer par un arbitrage démocratique. Et je ne précise pas, contrairement à ce que fait Jeanne Duruy, toutes les institutions qui permettent de favoriser la démocratie. Pourquoi pourtant insister sur cette notion de démocratie? Parce que l'alternative, c'est évidemment de penser à un tyran éclairé. Certains se sont réappropriés de manière positive l'idée d'une sorte de tyran vert qui nous guiderait vers l'écologie. Pensez peut-être à Hans Jonas, non? Par exemple, on peut... dans son principe responsabilité, qui rêve un peu au moins d'une aristocratie éclairée. Tout à fait. On peut avoir cette dimension-là, mais ce que je fais dans mon livre, c'est à partir de Rousseau notamment, mais une réflexion sur le fait que certes, ça pourrait être bien, mais on n'est pas sûr absolument de la vertu de ce dirigeant et surtout de sa capacité à ne pas se tromper, en fait. Et donc, il vaut mieux avoir un système qui est peut-être un peu plus inefficace, mais qui au moins crée des garde-fous. Et je pense, c'est une analogie un peu étrange, mais de même que quand on confie ses enfants, on préfère qu'il y ait un collectif dans lequel il puisse y avoir des garde-fous parce que justement les gens sont là pour ce contrôle. Voilà. De même, on peut préférer avoir cette sorte de contrôle social collectif, mais qui n'est pas seulement une question de contrôle. C'est-à-dire que je pense, et on sera tous d'accord là-dessus, j'imagine, que dans la coopération intellectuelle pour déterminer les fins qui méritent d'être poursuivies, il y a quelque chose d'autre qui émerge par rapport à ce qu'un sujet individuel peut définir. Et ce qui m'emmène d'ailleurs à une question qui me semble très importante dans mon livre. Alors, l'idée, c'est que pourquoi ce n'est pas ce type de pensée qui est au pouvoir actuellement? Pour quelles raisons nous avons Trump au lieu d'un Maena Genio, entre guillemets, au lieu de quelqu'un qui comprendrait ce qui est dit par Maena Genio? Pour quelles raisons on a des hommes politiques comme nous avons? Pourquoi c'est eux qui tracent la route? Bon, eh ben, c'est simplement parce que il faut passer par ce moment, on pourrait dire d'idiotie d'une certaine façon, parce que c'est un moment d'inconscience, d'évolution forcenée, plus ou moins. Si l'humanité en est là, c'est qu'elle doit passer par cette étape-là pour s'unifier, tout simplement. Parce qu'au niveau individuel, national, les nations, pour chaque nation, c'est une absurdité d'aller vers ce nouvel autoritarisme, vers ces nouveaux extrêmes. C'est idiot pour les États-Unis, c'est idiot pour la France, c'est idiot pour l'Allemagne, pour l'Autriche, etc., pour l'Italie, c'est idiot. Mais au niveau de la géopolitique universelle, pour unifier l'humanité, eh bien, il faut passer par une étape comme ça, désastreuse, mais pour atteindre quelque chose de plus de supérieur. Les institutions qui sont quand même assez cadrées que je propose d'un droit à la projection laissent une grande marge à l'indétermination, puisqu'il s'agit vraiment de penser la manière dont les sujets individuels et collectifs, donc les organisations, les communautés politiques, peuvent recouvrer une capacité à inventer aussi des institutions nouvelles et donc aussi des institutions qui seraient complètement différentes de celles que moi je propose. Donc il s'agit vraiment d'ouvrir cette capacité démocratique à définir le sujet qu'on veut être à l'avenir. Oui, c'est sûr, et vous l'avez dit d'ailleurs, vous êtes tout à fait d'accord avec, par exemple, les analyses de Hannah Arendt dans Conditions de l'homme moderne, pour laquelle c'est ça, l'action, il y a démocratique qui est quand même la quintessence de la politique, la véritable politique est démocratique, il y a des acteurs qui interagissent, mais il n'y a pas d'auteur qui ait fabriqué l'ensemble du projet vers
vers lequel nous irions. Il y a des processus indéterminés. Alors ce n'est pas Arendt qui sera notre point final, ce sera plutôt une discussion autour de certains mots de Jacques Derrida. Vous êtes plusieurs ici à connaître cette œuvre très bien, d'ailleurs ça tombe bien parce que vous allez m'expliquer des choses que je ne comprends pas bien. Voici une archive de Jacques Derrida sur France Culture en 1995. Il y en a eu un très grand nombre de déclarations des droits de l'homme, il y a un progrès, on a intégré dans cette déclaration des droits, toutes sortes de droits nouveaux, droit au travail, puis ensuite droit de l'enfant, droit de la femme, etc., etc. Ça veut dire que le droit est en mouvement, et ce mouvement suppose qu'il n'est pas égal à lui-même. Hein. Et cette inégalité à soi du droit qui le tient en haleine, qui tient son histoire en mouvement, c'est ce que je propose d'appeler la justice dans ce contexte-là. Dans ce moment, tous les concepts de l'histoire du droit sont révisables, déconstructibles, si vous voulez, critiquables, déconstructibles, mais l'horizon, sans horizon de cette histoire du droit, c'est ce que je propose d'appeler justice. Ouais, et c'est extraordinaire. Bon, Derrida, on voit à quel point la France, elle a la chance d'avoir des penseurs comme ça. Bon, c'est valable aussi pour l'Allemagne, c'est valable, mais c'est vraiment très, très intéressant. Évidemment que c'est ça. Simplement, il ne peut pas, tant qu'on ne voit pas un horizon final, mais c'est pas l'horizon final. L'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. C'est pas l'horizon final, c'est un horizon, peut-être qu'il y a quelque chose après, peut-être qu'il y a mais enfin, c'est une sorte d'accomplissement de l'évolution de l'humanité sur laquelle on doit aller. Et évidemment, c'est ça, la justice, c'est bien l'évolution du droit. L'évolution du droit, c'est ce qui fait la justice. Mais la justice, elle doit arriver à un point d'acmé, à un état de perfection où l'homme n'est plus un loup pour l'homme, où plus aucun homme ne s'affirme aux dépens de ses congénères. Et ça, ben, c'est la finalité de l'humanité. C'est l'homme qui n'a plus besoin de loi pour se comporter avec ses semblables, où il est dans une totale liberté, mais d'une liberté qui n'abuse plus jamais personne, qui que ce soit, atteindre cet état. Et c'est ça la finalité en somme. Jacob Rogozinski, c'est un geste assez classique chez Derrida. D'ailleurs, il dit qu'il pense qu'il y a quelque chose comme une messianicité, mais sans messianisme. Et là, on l'entend dire que c'est un horizon sans horizon. C'est une des difficultés, je ne vous cache pas, que j'ai avec Derrida, c'est que j'ai l'impression que le langage... C'est parce que Derrida ne pouvait pas penser l'horizon encore. C'était trop proche il a vécu la guerre, c'était trop proche donc il pouvait pas utiliser Hegel ou utiliser Saint-Simon ou utiliser Fourier ou utiliser etc. Donc penser le progrès de façon positive, c'était pas possible pour lui. Encore, c'est maintenant on peut revenir, on peut réutiliser ces penseurs du 19e siècle et reprendre le goût du progrès avec une finalité où le progrès a disparu lui-même, où il a accompli sa tâche et c'est plus le progrès pour le progrès, c'est le progrès pour atteindre le souverain bien. Suggère qu'il n'y a pas de contradiction, mais qu'en fait, il y en a une, quoi. Donc, je vous laisse m'expliquer ce que veut dire, par exemple, dans cette intervention, Derrida par la notion d'horizon sans horizon. Oui, alors ça, Derrida, il aimait beaucoup ces formules-là que peut-être emprunté à Blanchot, enfin peu importe. Bon, il y a un texte dans lequel il parle d'attente sans horizon d'attente. Bon, il y a
mourir sans mourir, etc. C'est un peu un tic. Je suis d'accord avec vous, finalement. Bon, c'est aussi génial qu'il fut. Il y a parfois des tics, des facilités rhétoriques. Mais je pense que là, il veut dire quelque chose de très important quand même. Parce que là, j'ai trouvé cette citation très étonnante dans Du droit à la philosophie, où il dit abruptement, et là, bon, là, il n'y a pas de subtilité rhétorique, il dit la philosophie n'a pas d'horizon. Carrément. Ça, c'est extrêmement violent, extrêmement brutal. Alors, est-ce qu'il veut dire sans doute par là qu'elle n'a pas de fin ultime, qu'on n'a pas à attendre comme Hegel un savoir absolu, ou une vision du troisième genre, comme une intuition du troisième genre, ou une intuition bergsonienne. Et c'est là où... C'est l'idée d'indétermination. Et c'est là où ils ont tort, il a tort, voilà, mais c'est d'ouverture. le point de vue de la mécanique. Il y a chez Derrida de penser à la démocratie. Très clairement, bon, il dit que la déconstruction a rapport à ce qu'il appelle la démocratie à venir. Donc une démocratie qui ne se rabat pas sur un régime existant, mais qui est dans l'ouverture, l'indétermination, mais quand même la démocratie. Mais comment n'a-t-il pas pu, après la déconstruction, penser, Derrida, c'est ça qui est étonnant, c'est comment n'a-t-il pas pu penser après la déconstruction, qui justement, après la justice, quand la justice a atteint son acmé, comment mais c'était pas possible de se projeter 2, 3, 4, 5 siècles après nous. C'est extrêmement compliqué pour chaque être humain. Les penseurs français de cette époque-là, qui à se référer positivement à la démocratie. Ni Badiou, ni Foucault, ni oui, mais Jacques Rancière, Miguel Abensourde, il y avait quand même Claude Lefort, enfin il y avait du monde quand même. Tout à fait. Enfin, moi je me sens très proche de la pensée de Lefort, et donc Derrida était un peu dans ce cours-là, des gens qui acceptaient l'idée de démocratie, mais sous un mode d'indétermination. Alors pourquoi est-ce qu'il dit que la philosophie n'a pas d'horizon? Il m'a semblé que très souvent, il emploie le terme d'horizon d'attente. Il réduit l'horizon à ce qu'on appelle l'horizon d'attente, un terme qui traîne chez Gadamer, chez Koselleck, chez deux auteurs allemands, et qui renvoie l'idée d'une précompréhension ou d'une prédétermination, d'une relation à l'avenir qui serait en fin de compte calculable ou anticipable. Il oppose à cela l'idée d'événement. Et pour lui, bon, le messianique, c'est effectivement l'irruption inattendue de l'événement, la surprise totale. Donc quelque chose qui ne peut pas se laisser calculer ou anticiper. Donc c'est pas de l'ordre du projet au sens où on l'entend couramment. Mais ce n'est pas votre sens à vous, puisque chez vous, il y a de la surprise et de l'invention dans le projet. Mais est-ce que c'est la passivité au sens très éclairant qu'a évoqué tout à l'heure Jean-Philippe Millet ? Ça, c'est un peu un problème aussi pour moi. Je pense qu'il y a chez Lévinas, chez Derrida, une certaine fascination pour la passivité qui peut poser problème, qui empêche de penser l'horizon de l'action, l'action comme horizon, oui. Comme c'est le cas chez Hannah Arendt, ou comme c'est le cas chez Ricoeur et d'autres personnes. Là, il y a une limite aussi des penseurs de cette époque-là. Mais je pense que ce qu'il veut avant tout critiquer, c'est l'idée du projet comme initiative d'un sujet. Pour lui, l'événement arrive, il nous tombe dessus, et il est donc messianique dans la mesure où il implique une ouverture à la justice. Donc c'est pas un horizon totalement indéterminé, c'est pas, un événement totalement déterminé, c'est le messianique comme ouverture à la justice. Voilà. Bon, oui, c'est ça. Et la justice, dans son terme absolu, c'est l'apothéose de l'humanité. Une justice 100% juste, c'était absolument accompli, n'a même plus besoin d'exister. C'est-à-dire que l'homme né, apparaît sur cette planète avec toutes les conditions pour ne plus avoir à abuser ses congénères. Il a acquis génétiquement, on pourrait dire sans doute, la maîtrise totale de ses pulsions, la maîtrise totale de son comportement. Donc, il y a quelque chose qui n'a... la justice a accompli son devoir de finaliser l'homme. Voilà. Et donc, il y a l'horizon, il y a une finalité. Et je pense qu'on peut comprendre l'idée d'horizon si on va au bout de l'horizon. Voilà, si on va on peut dire l'Everest, si on arrive jusqu'à l'Everest, on sait que c'est le point que c'est le point culminant. Après, peu importe, soit on descend, soit derrière, c'est toujours le même Everest. On ne sait pas comment l'humanité va gérer son acmé. Mais en tout cas, l'idée, c'est que nous allons vers cet acmé.
Voilà. Voilà pour cette dernière vidéo. Et alors, c'est là où j'aimerais vraiment pouvoir inviter pour les rencontres philosophiques quelqu'un comme Maëna Guignot ou Jacob Rogozinski ou Jean-Philippe Millet. Voilà, ça serait vraiment une bénédiction. On ne va pas se priver d'envoyer quelques courriers, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué pour les non-professionnels que nous sommes, pour les amateurs que nous sommes. Voilà. À très bientôt, merci de votre écoute et à bientôt, bye bye.